Ce livre couvre un demi-siècle d'aventures passionnantes, menées par des hommes et des femmes, ensemble, pour revendiquer les droits les plus élémentaires de la moitié de l'humanité. Le sexe féminin a été longtemps méprisé et dévalorisé par une société conçue dès l'origine, par et pour les hommes. Au fil des pages, les personnages racontent avec leurs propres mots la manière dont les femmes, des aristocrates et bourgeoises éclairées et instruites pour la plupart, ont pu s'imposer pour revendiquer leur statut de citoyenne malgré des préjugés tenaces, malgré le joug pesant de l'Église, malgré des peurs irraisonnées de leurs contemporains. Contrairement aux luttes précédentes en faveur de l'émancipation des femmes, qui lors de la Révolution de 1789 ou celle de 1848 réclamaient avec la même force leurs droits civils et civiques, cette politique d'agitation légale, organisée par une poignée de frères du Grand Orient et quelques députés et sénateurs acquis à la cause féministe, va porter ses fruits sous la Troisième République et créer un véritable réseau social autour de l'une des grandes figures du mouvement féministe réformateur, Maria de Rème, et du sénateur Georges Martin, qui l'a aidé à fonder la toute première loge maçonnique mixte de France. Nous savons que dans sa constitution, le droit humain affirme l'égalité de l'homme et de la femme. Mais dans la deuxième moitié du XIXe siècle, ce désir d'égalité était absolument inacceptable. On annonçait des horreurs, la dissolution de l'équilibre familial, la masculinisation des mères de famille, leur prise de pouvoir, le péril que représentait l'accès à l'instruction par les femmes et le développement de leur intelligence. Parce que dans le même temps, les scientifiques s'évertuaient à prouver leur infériorité due à la petite taille de leur cerveau. En fait, on redoutait surtout qu'elles exercent des métiers jusqu'ici réservés à ces messieurs et que leurs paroles se fassent entendre au même titre que la leur. Le droit humain est né du refus des femmes d'être considérées depuis si longtemps comme des mineurs, privées d'instruction, et sous l'autorité et l'influence de leurs pères, leurs maris, leurs prêtres. Comment la République pouvait-elle afficher la devise liberté, égalité, fraternité au fronton des édifices publics, tout en muselant la moitié de ses enfants? Les femmes s'emparent de la libre pensée, qui éclot comme une fleur et s'ouvre dans une véritable explosion de couleurs. Jusque-là, leur seul moyen d'action, pour les plus aisées d'entre elles bien sûr, était la charité chrétienne ou la philanthropie. Elles participent désormais à de grandes réformes sociales, aux côtés des plus modestes, et défendent également les droits des ouvrières et des domestiques, en ces temps où tout doit être mené de front. Misère, mortalité infantile, insalubrité, violence, alcoolisme, prostitution, dans les quartiers les plus pauvres. Ce sont des femmes courageuses, qui ont des idées, du sens pratique, des valeurs humanistes, un comportement exemplaire, une haute idée d'une société plus juste où chacun œuvre pour le bien de tous. Elles élaborent des projets de loi, portés par leurs amis députés, inventent le journalisme de terrain, dirigent leurs propres journaux et organisent de grands rassemblements internationaux pour croiser et soutenir leurs actions respectives. Alors bien sûr, des gens bien intentionnés dresseront devant elles de nombreux obstacles, mais elles vont résister aux critiques, aux insultes, au mépris, démontrant grâce aux hommes féministes non moins courageux combien sont efficaces les propositions et les actions menées en mixité, dans la cité et dans les temples maçonniques. L'histoire du droit humain est une très belle histoire qui nous concerne tous, francs-maçons ou pas.